t'as pas besoin de micro. Je savais que ça allait commencer comme ça. J'ai essayé de baisser le volume. Nous avons mission et aussi plaisir, en fait, avec Christelle Alexandre et François Jourdan, donc conseillère et conseiller Action culturelle et territoriale à la DRAC, Direction régionale culturelle de Nouvelle-Aquitaine, de revenir finalement sur 10 ans d'histoire que nous avons pu partager au sein du BIC et qui ont été aussi d'ailleurs partagés par des personnes qui sont ici aussi dans la salle. Alors cette histoire elle a commencé avec une DRAC qui s'appelait Aquitaine, puis Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, puis dorénavant Nouvelle-Aquitaine. Donc nous avons traversé des fusions ensemble à ce niveau-là. On pourrait même ajouter que d'ailleurs la DRAC Aquitaine est même antérieure à UBIC, car la coopération a commencé en 2014, alors qu'UBIC est né en 2015. Et cette coopération, elle a commencé en fait sur une actualité nationale déclinée régionalement, qui s'appelait l'éducation artistique culturelle. J'y reviendrai après. Juste dire simplement qu'en effet, on pourrait considérer que la coopération est antérieure, on pourrait même considérer d'ailleurs que la DRAC est quelque part aussi finalement à l'origine de la naissance du BIC, même si, et c'est peut-être d'ailleurs encore une limite de notre cellule, elle n'est pas présente dans sa gouvernance et dans son copilotage avec nous. Alors à l'origine, en fait, de cette histoire, eh bien, l'éducation artistique et culturelle, qui, sous l'effet d'un éternel retour, la terminologie est empruntée à Marie-Christine Bordeaux et François Deschamps, qui l'avaient utilisé dans un livre de 2013, eh bien, cette éducation artistique et culturelle se réinscrit, d'ailleurs, elle ne quittera plus l'agenda des politiques publiques, et à l'époque de 2 ministères, dans le cadre du grand plan pour la jeunesse du candidat François Hollande, ce cas-ci qui ça renvoie quelques histoires et souvenirs. Donc 2 éléments, une consultation menée par la ministre Aurélie Filippi sur l'éducation artistique et culturelle et une concertation pour la réforme de l'école menée par Vincent Payon, qui d'ailleurs aboutira à la loi de refondation de l'école, dont on a gardé surtout la trace en fait de l'aménagement des règles scolaires, mais qui quand même inscrit dans son article 10 que l'éducation artistique et culturelle, comme l'éducation physique et sportive, est inscrite dans le parcours en fait de l'élève. Certes, derrière cet article 10, il n'y a jamais eu de moyens humains, financiers et de CAPES, enfin, et de cours, et voilà. Mais en tout cas, c'est quand même inscrit à ce niveau-là. Et à ce moment-là, la DRAC Aquitaine, qui œuvre déjà depuis de nombreuses années dans l'éducation artistique et culturelle, dès la fin des années 1990, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont menées. La DRAC Aquitaine s'empare de ce sujet avec des volontés de généralisation, mais aussi des volontés de territorialisation. Et ça, c'était pas très fréquent dans les directions régionales à l'époque. Ça s'est un peu agrandi, on y reviendra après. Et notamment avec un travail en direction des établissements publics de coopération intercommunale qui, pour beaucoup, était né au 1er janvier 2003, précédemment, et qui travaillait sur une appellation ici donnée, qui était Contrats locaux d'éducation artistique, CLEA, qui en fait est emprunté à une notion développée par la DRAC Nord-Pas-de-Calais à la fin des années 90 pour parler des actions en quartier politique de la ville. Donc vous voyez qu'on va utiliser un nom qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on veut faire en fait. C'est une bonne technique souvent dans ce cadre-là. Dans cet élément-là, en fait, la DRAC nous sollicite, donc sollicite Alexandre Perrault et moi-même, en pilotage d'un master, pour un accompagnement finalement de ce qui était en train de se réaliser. Alors, pourquoi nous deux? Tout simplement parce que nous avions une petite histoire dans l'éducation artistique et culturelle, l'un comme l'autre, histoire réciproque et même partagée, puisque nous avons commencé à la partager à la fin des années 90. Et on propose à la DRAC d'y aller, certes, mais d'y aller aussi avec les étudiants du master d'ingénierie de projet culturel et interculturel dès l'origine, ce qui d'ailleurs donnera une structuration juridique assez intéressante, puisque le premier financement eh bien, sera versé à l'association des étudiants du master, ce qui
peut-être juridiquement discutable, mais encore une fois, de la même nature, le plus simple, c'est de faire. Et ça a ouvert finalement une collaboration de plus de 5 ans, alors de plus de 10 ans même, mais de 5 ans sur ces contrats territoriaux d'éducation artistique et culturelle, qui s'est révélé finalement une construction très très commune entre la DRAC, nous, UBIC par la suite, car un adage que Alexandre et moi partageons, quand on ne sait pas où l'on va, il vaut mieux le faire ensemble. Donc c'est un peu ce qu'on a fait à ce moment-là. Alors ce qu'on a fait, c'est des sciences participatives, des sciences avec et pour la société, de la recherche-action, de la recherche appliquée, dorénavant de la recherche embarquée, ou de l'assistance à maîtrise d'usage. Voilà. Vous voyez, toutes ces terminologies qui ne sont toujours pas stables chez nous d'ailleurs, ou tous ces mots voilà, que l'on va donner, mais qui finalement décrivent une manière de faire. Alors l'idée, c'est pas de revenir du tout sur les résultats de ce travail-là, qui a été bien documenté. Alors documenté, Jessica Sandouilla en a parlé précédemment, donc, puisque dans le cadre du BIC, tout est en archive ouverte, donc documenté par 2 publications en archive ouverte. Je les ai ramenées juste pour plaisir de sortir de la poussière. Regard sur les contrats locaux d'éducation artistique et culturelle, 1 an de séminaire dans les territoires aquitains, on était en mai 2015. Et puis, celui-ci qui s'appelle Passage à l'acte pour art et culture pour territoire engagé, qui était en fait la terminologie qui avait été trouvée par les participants pour changer du mot de Cléa, qui n'a pas été retenu par le ministère de la Culture, ce qui est dommage, parce qu'on aimait bien finalement ce passage à l'acte, mais on lui a préféré le nom de CTEAC, Contrats territoriaux d'éducation artistique et culturelle, et puis peut-être d'autres noms à venir d'ailleurs, vous en parlerez derrière. Et puis, pour finir, en 2019, une édition, donc à la Librairie des Territoires, qui finalement revenait sur les 5 ans de pratiques partagées dans les intercommunalités engagées de Nouvelle-Aquitaine, qui aujourd'hui d'ailleurs se termine en termes d'édition. Alors je vais revenir sur les contenus. Christelle et François diront peut-être aussi où on en est aujourd'hui dans tous ces éléments-là et les éditions, ce qui est quand même un apport. Mais moi je voulais revenir juste en introduction sur le protocole finalement qui a été mis en œuvre. Et comme vous l'avez compris, qui s'est construit un peu au fur et à mesure et au fil de l'histoire. Alors, premier élément, et important, mais qu'on retrouve dans ce que nous a dit précédemment Lise, c'est l'idée de partir du terrain, c'est-à-dire donc de ne pas être en position d'imposer un savoir universitaire qui pourrait être surplombant, mais favoriser finalement l'existant, le déjà là, et le terrain qui est là comme étant véritablement des experts. Et je reprends ici un mot que j'aime beaucoup de Jacques Ravit, qui parle de l'expertise du quotidien. Et je trouve que ce mot s'y prête bien avec fait et avec et par les acteurs eux-mêmes, dans un modèle autoréflexif et de mise en partage de leurs expériences et de leurs compétences. Deuxième élément, apporter des échanges, des mises en lumière sur les travaux des chercheurs. Alors, Alexandre Perrault, Christophe Miqueux, très rapidement, enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux en sciences de l'éducation, mais directeur aussi du master Pipeli, donc pilotage de projets éducatifs, attaché à l'ESP. Donc le rôle des universitaires pilotes, on avait une petite histoire quand même. Et puis le choix qui a été fait, c'est aussi de convier d'autres chercheurs qui n'étaient pas les plus connus de l'éducation artistique et culturelle. Nous avions eu un débat à l'origine si nous invitions Martine Bordeaux ou Gabriel Carasso, qui était déjà beaucoup venu, et finalement on a plutôt préféré solliciter Gabriel Ogunji, poète connu internationalement, traduit dans plusieurs langues, Francine Labadie pour l'Institut national jeunesse et éducation populaire, c'est-à-dire des chercheurs qui travaillaient sur l'éducation, la jeunesse, l'éducation artistique et culturelle, mais qui n'étaient pas forcément dans le champ de l'ESC tel qu'on pouvait l'entendre à cet endroit-là, et qui témoignent dans la publication et qui ont témoigné évidemment dans leur venue à chaque séminaire. Et puis enfin, faire piloter et conduire le tout par des étudiants de 2 masters, le master d'ingénierie de projet culturel et interculturel de l'Université Bordeaux-Montaigne en ingénierie culturelle, et le master PIPUDI que je signalais précédemment en ingénierie pédagogique et éducative, avec la capacité aussi pour eux d'être dans d'autres formes d'apprentissage,
et aussi et surtout d'apporter un regard extrêmement décentré à toutes ces questions-là, parfois candides et naïfs, mais comme Françoise Lieu disait ce matin, en posant les questions qu'on n'ose plus nous-mêmes parfois poser, ce qui a donc été très apprécié. Alors ce protocole, finalement, il a un peu épousé pendant 5 ans, finalement, l'objet même qui était étudié et qui, finalement, lui-même était en train de se construire de la même manière, c'est-à-dire avec beaucoup de pragmatisme, de l'artisanat, et puis une manière quand même coopérative qui construisait aussi son propre cadre référentiel. Ce qui veut dire que, pour beaucoup, à cet endroit-là, on n'est pas dans une commande, on est dans un cadre discuté et négocié, avec l'idée, en effet, de l'inscrire dans une durée, même si à l'origine, nous n'avions pas en tête de le faire durant 5 ans. En fait, cette durée, elle s'est imposée très rapidement. Elle s'est aussi imposée du fait de la fusion des régions et des tracts. Le fait également de se retrouver en in situ, en immersif. On a conduit un certain nombre de séminaires chez les uns et les autres. Donc on a le plaisir, Hélène, d'avoir ouvert le premier en 2014 dans la communauté d'agglomération du Sud, Pays Basque, à Saint-Jean-de-Luz, et on a eu le plaisir de terminer le dernier séminaire en 2019 dans la communauté d'agglomération du Pays Basque. Fusion de 10 intercommunalités différentes, mais entre-temps, on a été dans le Fumélo, en Lot-et-Garonne, dans le Mélusin, dans la Vienne, dans le Grand Angoulême, en Charente, à Limoges, à Bordeaux et à la Souterraine en Creuse, avec évidemment la volonté de se décentrer, de se sortir des centralités ou du centre, et peut-être de se relocaliser. Alors, quelques suites avant de laisser la parole à Christelle et François, s'ils veulent bien évidemment compléter, puis aussi nous donner peut-être plus l'actualité d'aujourd'hui sur ce sujet-là. La démarche a généré pas mal de rencontres dans d'autres territoires, avec l'Agence culturelle du Grand Est, avec la DRAC Hauts-de-France, avec la région Centre-Val de Loire, avec les intercommunalités d'Ardèche, des Côtes d'Armor. Et il y a 15 jours encore, j'intervenais sur une rencontre apprenante à partir de ce livre avec le réseau des médiathèques de Tarbes. Et dans une semaine, j'interviens avec l'Assemblée des départements de France et Culture Co sur l'éducation artistique et culturelle dans les territoires, toujours à partir de cette base-là. Et je pense que cette fois-ci, c'est fini. Mais on ne sait jamais. De toute façon, l'édition est finie, donc est épuisée, mais elle sera évidemment publiée sur Cairn, donc on pourra toujours apporter d'une autre manière, et on peut considérer que le SAV, c'est souvent le terme que j'utilise, est en effet terminé en termes de valorisation de la recherche, mais moi j'insiste beaucoup sur cet élément-là, que j'appelle la longue traîne, un terme qu'on utilise beaucoup en cinéma ou en télévision, c'est-à-dire comment un objet vit longtemps derrière finalement la fin de sa recherche et se réactive avec. Deuxième suivi, peut-être important, eh bien, Marlène, Lisa, Sarah ont toutes signé des contrats d'alternance avec des intercommunalités en éducation artistique et culturelle ou même des emplois. Donc Marlène a longtemps piloté, me semble-t-il, d'éducation artistique et culturelle avec toi pour la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde, avec la communauté de communes du Vallon d'Artoli devenu Convergence Garonne, et est aujourd'hui à Senon, si je ne me trompe pas, à la direction des affaires culturelles. Lisa, l'a fait pour la communauté de communes du Pays de Montesquieu, est aujourd'hui dans le Finistère Sud, et Sarah est toujours à Cantecouleur. Donc vous voyez, il y a aussi cet élément-là, il ne faut pas sous-estimer, et puis un protocole finalement très construit un peu au fil de l'eau, mais qui a été essaimé, que nous utilisons encore aujourd'hui en région Auvergne-Rhône-Alpes, ou dans le Grand Est, mais aussi avec d'autres structures. Et puis enfin, des mises en réseau, animées souvent par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, d'acteurs, encore toujours existantes, et finalement une inscription aujourd'hui des contrats territoriaux d'éducation artistique et culturelle qui peuvent encore avoir des noms un peu variables suivant certaines régions, mais qui sont quand même existantes, dans le paysage des politiques publiques, avec éventuellement d'ailleurs aussi des évolutions futures. C'est peut-être là où je vais laisser la parole à Christelle et à François, peut-être Christelle en tête, pour vous dire un petit peu l'endroit où on en est aujourd'hui. Bonjour. Ah, alors, tiens, je vais essayer. Pourtant, c'est vert. Et ça, je suis Ouais, non, c'est celui-là qu'il faut. Voilà. Bonjour. 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 Bon, prends l'autre. Il marche mieux, mais parle bien. Donc, à toutes et à tous.
Alors, je suis Christelle Alexandre, je suis conseillère action culturelle et territoriale à la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Et je suis heureuse de fêter les 10 ans, mais ça ne fait qu'1 an que je suis à la DRAC, donc il faut que je cours très très vite après eux pour reprendre le fil de l'histoire et vous parler un petit peu de la contractualisation à la DRAC Nouvelle-Aquitaine et des donc CTEAC ou COTEAC. On avait cette particularité en ex-Aquitaine, mais on a obligation de revenir à CTEAC. Je voulais préciser, avant de parler des CTEAC, là où on en est, là peut-être où on va, effectivement, nous sommes rattachés au pôle démocratisation et action culturelle, qui est basé avec une chef de pôle, Sophie Lecoin, qui devait être là aujourd'hui et qui devait prendre la parole à notre place. Donc nous sommes rattachés au pôle démocratisation. Mais bien sûr, nous travaillons en étroite collaboration avec nos collègues des autres pôles, le pôle création et le pôle patrimoine, dans lesquels aussi il y a énormément de contractualisation, soit avec les scènes labellisées, les conventions pluriannuelles d'objectifs, les contrats de résonance, peut-être dont on parlera un petit peu après, il me semble intéressant d'aborder, même si on en est à un endroit d'expérimentation. Et puis, j'en oublie certains, il y a le contrat de filière, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, et les contrats territoire lecture aussi pour la livre et la lecture. Et il me semble que c'est important parce que finalement, nous avons une mission transversale en tant que conseiller action culturelle et territoriale. L'EAC est une mission très importante et en fait, elle se recoupe un petit peu partout et elle a cette fonction transversale qui va sûrement être un point de départ et faire évoluer ces contractualisations. Eh bien, il fait très chaud et j'ai très soif. Par rapport à la Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, on peut compter environ 25 CTEAC sur les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. Et je dois dire que la répartition n'est pas complètement équilibrée, puisqu'en Gironde, département sur lequel j'œuvre, puisque je suis tous les projets qui sont liés à la démocratisation, il y a 7 CTEAC et 1 en préfiguration. Ces CTEAC, la plupart du temps, ils sont signés majoritairement, j'ai envie de dire, avec les EPCI, donc les communautés de communes, pour l'éducation nationale, la DRAC, pour certains avec les départements et avec des agences culturelles, où en tous les cas les agences culturelles sont très présentes même si elles ne sont pas signataires, parce qu'elles sont souvent dans les préfigurations pour accompagner ces projets territoriaux de AC. Ces projets, pour toujours parler du contexte global, ces projets de CTEAC sont inscrits aussi dans le cadre plus général de 2 conventions qui ont été signées, une avec, au niveau de la région, donc la convention EAC au niveau régional avec la région, avec la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts, la DRA-AAF, l'éducation nationale évidemment, et puis il y a des conventions... Le conseil régional. Oui, je l'ai dit, la région, enfin le conseil régional, pardon. Et pour certains départements, il y a aussi des conventions départementales. J'en ai compté 4, je crois, enfin, d'autres une en Gironde, puisque je connais plus mon département. Au niveau de ces contractualisations au niveau de l'EAC, il y a aussi, et c'est un peu des exceptions, des contractualisations qui sont signées avec une seule commune. Et ça, c'est en lien avec le label 100% EAC qui a été mis en place en 2022. Je regarde Marion de la ville de Bordeaux, vous l'avez eu en 2022. C'est une volonté conjointe du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture de labelliser des territoires 100% EAC pour le projet qu'il mène. Mais surtout, ce qui est intéressant dans ce label, il est un petit peu en veille en ce moment. Mais ce qui est intéressant, c'est le diagnostic de démarrage donc de territoire de ces communes pour avoir ce label. Et là, je trouve que c'est très intéressant au niveau de la coopération, de tout ce que ça engage sur les territoires et du coup de diagnostic
de départ pour développer un projet d'EAC. Et là, en l'occurrence, d'obtenir le label. Aujourd'hui, les CTEAC, enfin, le démarrage, c'est vrai qu'ils sont développés depuis 2016, véritablement. On en est pour certains, donc c'était pour des mandats de 3 ans, pour les renouvellements plutôt 4 ans. Pour certains, on en est au 2e renouvellement, voire 3e, voire presque voilà, 4e. Et ils sont partis au démarrage avec l'EAC en temps scolaire. Ils ont progressivement évolué sur le hors temps scolaire. Sur la priorisation, c'était les jeunes, mais on élargit de la petite enfance. Et maintenant, on va de plus en plus élargir, et c'est peut-être là où on en est aujourd'hui, pour élargir sur, plus particulièrement, peut-être les projets culturels de territoire. C'est peut-être l'endroit où on va aujourd'hui, et notamment dans ces moments de renouvellement. C'est-à-dire qu'il ne sera pas possible, et peut-être que ça n'a pas de sens de renouveler à l'infini. Alors on est dans un contexte très complexe et tout le monde le sait. Ce n'est pas pour se retirer, mais c'est pour faire évoluer les projets et pour qu'il y ait cet ancrage. François le disait sur la question du diagnostic, de partir de là où on est, et c'est ça qui est important, et que le plus grand nombre des habitants d'un territoire soit conservé dès le départ par une approche sensible, par un diagnostic sensible, et qu'on puisse intégrer la majorité des habitants sur ces projets. Donc effectivement, aujourd'hui, on avance, on est en réflexion au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi au niveau du ministère de la Culture. Il y a un rapport qui est sorti il y a très peu de temps, en mars 2025, qui a été publié par l'Inspection générale des affaires culturelles, je teste les acronymes, donc l'IGAC, et qui a justement étudié toutes les contractualisations qui se déploient, qui sont déployées au niveau du ministère de la Culture. Et ce qui apparaît aujourd'hui important, c'est cette notion de territorialisation et que le ministère, les DRAC, ne soient pas dans une posture descendante de dire comment il faut faire, mais bien de tous partir sur une construction, une coopération, et qu'en fait c'est la place de chacun, chacune des institutions, des politiques publiques, de l'État, des collectivités territoriales, départements, des collectivités communes, et qu'on puisse réfléchir ensemble comment on va chacun accompagner des projets culturels en complémentarité et en cohérence sur des territoires micro-macro, pour qu'il n'y ait pas des doublons et que ce soit surtout en bonne intelligence, j'ai envie de dire, même si c'est la française pour tout faire. Je voulais juste dire aussi une autre évolution par rapport au CTEAC, c'est en lien avec la charte d'engagement réciproque qui a été signée Culture et Éducation Populaire le 16 mai 2024, et avec cette idée d'intégrer les droits culturels de plus en plus dans ces projets-là, donc la place des habitants et quelle place ils ont et quelle parole ils peuvent avoir, et de fait d'encourager, d'inciter sur les territoires des CTEAC mais des contractualisations, d'intégrer les structures d'éducation populaire dans ces projets. Voilà. Et le contrat de résonance, on verra si on en parle. Voilà. Je peux compléter en revenant sur l'accompagnement du BIC sur ce sujet des CTEAC. Alors, moi j'ai 4 ans d'ancienneté à la DRAC, donc je n'ai pas vécu ce cycle de travail avec les intercos que François a exposé. Mais j'en ai eu des échos, et j'en ai eu des échos de la part des collectivités qui ont été accompagnées et qui l'ont très très bien vécu, ce moment long de dialogue intense avec une institution de l'État, avec une direction régionale qui incarne un ministère sur un territoire, et avec alors c'est pas un laboratoire, j'ai entendu ce qui était dit en introduction, mais avec des chercheurs. Voilà, pour pas essayer de trouver le bon terme, mais avec une recherche universitaire. Et en fait, ils ont été très intéressés parce qu'on est face à un objet qui n'est
pas définie, ou qui est définie de manière assez large, comme une méthode contraterritoriale d'éducation artistique et culturelle, une méthode d'adresser des propositions artistiques et culturelles pour englober le champ du patrimoine et tout ce qui ne serait pas art visuel et spectacle vivant, à une population donnée, principalement à des jeunes en temps scolaire. C'est ce que rappelait tout à l'heure à l'instant Christelle sur le phénomène qui part quand même d'un lien très fort avec l'éducation nationale et avec cette instance qui est l'éducation encadrée par des enseignants et des professeurs. Donc cet objet n'est pas défini sur la manière dont on peut adresser des propositions artistiques et culturelles à des personnes vivant dans un territoire. Certaines collectivités étaient déjà engagées avant de contractualiser dans cette dynamique-là, d'autres étaient en train de s'approprier les éléments. Et le fait d'avoir travaillé avec UBIC, ça a été une manière pour nous aussi d'animer un réseau qu'on aurait été capable d'animer seul, mais sans doute de manière à la fois plus descendante et puis je trouve peut-être plus tâtonnante aussi, parce que en fait, se mettre en position de prescripteur en tant que ministère, de dire il faut faire de l'éducation artistique et culturelle. En gros, il n'y a qu'un faucon, équipez-vous, dotez-vous de personnel en capacité de coordonner et tout se passera bien. Et puis surtout collaborer avec tel artiste et pas avec tel autre, parce que il s'agit vraiment de faire de l'art et de la culture et pas de la socio-culture. C'est vraiment un sujet. Ça, c'est un positionnement qu'on veut éviter. Et le fait de mettre en dialogue sur plusieurs séminaires, sur 4 ou 5 ans, l'ensemble des personnes concernées par ces sujets-là permet de sortir vraiment de l'écueil de la position descendante. Donc ça a joué un rôle vraiment fondamental dans l'animation du réseau régional. Je pense aussi que ça a joué un rôle fondamental dans la construction nationale de la politique publique de AC. J'allais faire une boutade, mais j'ai gardé mon devoir de réserve. Non, mais preuve qu'on est sur un sujet important et sur un outil important qu'est la contractualisation. C'est qu'on entend peu parler au niveau national dans les annonces politiques, mais ça reste pourtant un outil et un exercice fondamental pour nous, conseiller, pas que ACT, comme l'a rappelé Christelle, mais aussi conseiller esthétique, thématique, expert d'une discipline donnée en DRAC. Mais il est moins facile de communiquer sur des choses qui se font de manière très territorialisée, en dentelle, dans un canevas qui est à tisser en fait en même temps qu'on avance. Moins facile de communiquer là-dessus que sur un appel à projet avec un cahier des charges très strict, tout ficelé, et sur lequel on attend les propositions pour qu'on puisse les instruire et accorder des financements. Par de l'école culturelle et du plan camping pour ce qui nous a vécu très récemment. En fait, il n'y a pas de plan CTEAC au niveau national. Donc avoir des recherches scientifiques universitaires qui viennent compléter notre intention d'accompagner des collectivités territoriales joue aussi un phénomène de rebond d'une région à l'autre et des DRAC des régions vers la centrale pour articuler un propos politique sans doute plus facile et qu'on espère avoir porté plus fort. Et donc, ce que travaille actuellement Auvergne-Rhône-Alpes sur cette question d'ouverture plus large des CTEAC en considérant plutôt des projets culturels de territoire dans une approche très bottom-up, de démocratie culturelle. En fait, ça a été facilité sans doute parce qu'il avait été démarré en Nouvelle-Aquitaine, qu'on a porté dans une certaine mesure et en fonction de la conjoncture qu'on rencontrait à ce moment-là, mais qui vit sous une autre forme aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes et ailleurs, mais qui continue à dialoguer l'un avec l'autre, l'un en portant l'autre peut-être à un autre endroit. Auvergne-Rhône-Alpes travaille évidemment avec François en tant que chercheur, pas forcément avec UBIC en tant que centre de transfert sociétal, mais avec l'Observatoire des politiques publiques. Donc il y a aussi de la documentation universitaire scientifique en appui à ce phénomène. Ce qui me semble intéressant dans cet exemple, c'est, je voulais en parler, c'est toute cette question de formation, d'interconnaissance entre les professionnels, des agents des collectivités, des élus et des agents de l'État pour justement œuvrer dans une réflexion globale. Je trouve ça très intéressant.
Oui, réflexion globale, et justement, moi je termine juste par là pour pas trop user du temps. Dans l'évolution possible des CTEAC, il y a le constat qu'on fait toutes et tous que les collectivités, on leur propose beaucoup de contrats, notamment dans le domaine culturel, ça Christelle les a cités tout à l'heure, c'est assez vertigineux, mais aussi d'autres administrations de l'État ou agences ou d'autres entités qui veulent les accompagner, mais en contractualisant, ça fait un empilement. Et peut-être que dans l'évolution des réflexions, ce serait peut-être une meilleure intégration de l'éducation artistique et culturelle en tant que service aux familles, sans dévoyer non plus l'objet EAC, mais en le positionnant à cet endroit-là, par rapport au contrat que la CAF, les conventions territoriales globales travaillent, ou que les services jeunesse et engagement et sport rattachés aujourd'hui à l'éducation nationale travaillent aussi sous l'angle du projet éducatif de territoire. Donc, comment on propose des activités aux enfants en temps scolaire et en temps périscolaire. Voilà, ça fait plusieurs strates de contractualisation, même en dehors du ministère de la Culture. Et le fait d'avoir des chercheurs qui sont pas au quotidien dans le guidon de il faut qu'on contractualise absolument sur tel objet, mais plutôt d'un regard très distancié sur une littérature aussi de ce que produit le phénomène de contractualisation avec une collectivité, quel que soit l'objet, permet de positionner au bon endroit cet effort de globalisation sans dévoiement de l'objet EAC. Madame la directrice, on a encore un peu de temps. Ouais. Alors, donc, juste pour là, on a brassé un peu les premières années, mais on est allé un peu aussi bien au-delà. Donc, vous dire que depuis 2022, nous sommes de nouveau engagés ensemble dans une coopération qui a été un peu le résultat d'un triple intérêt un peu croisé. Alors, le premier touchait pour un certain nombre de chercheurs ici sur la question d'engager une recherche un peu plus approfondie sur la notion de ruralité avec un pluriel de campagne, qui avait commencé pour certains d'entre nous sur des logiques de nouveaux habitants, de parcs naturels régionaux ou d'autres éléments de cette nature-là, qui a croisé un affichage national qui s'est traduit l'an dernier par un printemps des ruralités, et surtout, enfin, un fonds d'innovation territoriale qui est né qui préexistait en 2022, voilà, qui préexistait en effet au printemps largement des ruralités, qui a permis à la DRAC Nouvelle-Aquitaine, mais aussi aux autres DRAC, c'est un fonds national de la GDC, donc avec des concentrations, qui a permis à la DRAC Aquitaine ici d'en faire un outil avant tout à destination de lieux ou de projets innovants, pas qu'en ruralité, mais quand même avec une focale très importante sur la ruralité ici. Ce qui nous a permis dans cette rencontre finalement de partir d'un cahier des charges très très flou. Le cahier des charges du ministère, c'est une phrase qui dit globalement des lieux et des projets innovants, où il y a la participation décloisonnée, où il y a la participation des habitants, et où il faut au moins qu'une collectivité locale soit partenaire, je crois. Bon voilà. Il y a eu une évolution sur ce point-là. Voilà, et après il y a eu un peu plus de précision, mais à l'origine ça nous a permis quand même de vraiment être très lâche dans le tissage de ce que nous pouvions faire ensemble. C'est ce qui a été, à mon avis, extrêmement riche. Donc l'idée, c'était de pouvoir regarder 3 ressorts. Là aussi, je ne vais pas vous dire les résultats. Donc l'étude se termine, là, et est en cours. Donc elle a fait partie d'une première publication en archives ouvertes, de nouveau l'an dernier. Et elle fait partie d'une édition, toujours à la Librairie des Territoires, qui sera publiée à la fin septembre et vendue entre le début octobre et le début novembre de cette année. Voilà. On ne va pas forcément revenir sur cet élément-là, en tout cas pour ma part aujourd'hui, mais vous dire peut-être un élément sur là aussi la manière dont on l'a conduit ensemble avec 3 regards: gouvernance, modèle socio-économique et puis nouvelle forme éventuelle de développement territorial. Premier élément, là aussi, on est partir des territoires et des expériences qui s'y déroulent. Donc c'est le même choix qui avait été fait sur le partir de l'existant au partir du territoire, avec l'idée de ne pas être dans une logique évaluative. De toute façon, on aurait eu du mal à évaluer beaucoup de choses qui n'existaient pas encore. Donc
cas de figure, mais plutôt d'essayer de saisir la mise en partage de ce qui était en train de se faire, sachant que chacun était à des vitesses complètement différentes. Donc 19 lieux culturels intermédiaires, tiers, lieux ou projets sur toute la nouvelle région ont été vus de cette manière-là. Et on a basé l'idée sur le fait de faire de l'immersif, c'est-à-dire que les chercheurs puissent prendre alors, une journée, pas une semaine, on aurait aimé, mais, voilà, mais une journée entière dans le lieu, se fassent inviter à manger à midi, ce qui n'était pas désagréable, et aussi prendre le temps de vivre le temps du lieu, le temps de la rencontre, et de proposer à chacun des lieux de tisser le réseau qu'ils souhaitaient nous présenter. Donc, on a eu évidemment un tissu très classique de maire de la commune, de conseillers départementaux, voilà, d'acteurs associatifs, mais aussi pas mal un tissu d'habitants. Je me souviens moi, d'une rencontre en Creuse à la boutique des idées, où elle avait convié en fait à manger avec nous une dizaine d'habitants en fait, qui avaient toutes et tous des parcours différents, aussi pour qu'ils racontent finalement leur relation à ce lieu qui est une mercerie en bord de route dans un village rue. Donc c'est vraiment cette logique de l'immersion, elle a été importante et on est revenu à plusieurs reprises dans certains endroits. Et puis des séminaires collaboratifs localisés, donc on a réuni tous les lieux une première fois à la gare numéro 7 à Villefagnan dans le Val de Charente et une deuxième fois à l'alimentation générale à Bergerac. Avec l'idée en effet de pouvoir aussi mettre en partage entre tous les lieux rencontrés ce qui pouvait se discuter sous des formats d'ateliers et aussi de restitution en priorité aux lieux rencontrés et aux acteurs évidemment rencontrés, DRAC, région, département, commune, intercommunalité. Là aussi, un principe d'apport extérieur, donc finalement 6 chercheurs ont travaillé sur ce domaine-là, donc Éric Chevance, qui a quand même une petite expérience des lieux intermédiaires des années 2000, c'est le moins qu'on puisse dire. Adrien Guillot, beaucoup plus sur la coopération décentralisée, d'autres formes de coopération et sur les espaces publics. Notre collègue Réjeanne Sourisseau de l'île 3, Exopal, qui a beaucoup accompagné dans la région Nord-Pas-de-Calais, région de France dorénavant, notamment un lieu comme la Chambre d'eau, puis moi-même qui a un peu travaillé sur les questions de parc naturel. Et puis 2 jeunes doctorantes, il n'y a pas d'étudiants là dans ce projet-là, mais il y a 2 jeunes doctorantes, Clémence Favreau, qui est doctorante CIFRE avec la ville de Bordeaux, aujourd'hui sur la question de l'ESS, qui était avec nous aussi sur ce moment-là, et puis Lynn-Laure Salane, qui est une doctorante de l'Université de Bordeaux, rattachée à la propriété intellectuelle et qui, chance extraordinaire et formidable pour nous, travaille sur la question de la propriété foncière dans les tiers-lieux. Elle présente sa thèse dans l'année, ce qui, pour nous, a été extrêmement important aussi pour la publication et le suivi de l'étude à venir. Voilà, donc l'aventure se continue, elle n'est pas terminée, elle se termine en fait à l'automne 2025, en tout cas sur ce format-là, par cette publication et ce rendu que nous aurons donc à l'ensemble des acteurs et à vous toutes et tous ceux qui voudront venir. Voilà ce que je pouvais en dire, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas si François... Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à la DRAC, là aussi, c'était le même cas sur l'EAC. Et ça rejoint aussi la question du tiers, c'est-à-dire qu'on demande souvent à UBIC d'avoir des interlocuteurs identifiés dans les projets sur lesquels nous sommes, identifiés dans les lieux qui sont aussi des référents pour nous. Donc François est référent pour ce travail-là, avec Sophie Lecointe et Gaëtane, qui est sur le territoire Landes, Pyrénées-Atlantiques, Gaëtane Dupont-Collery. Et puis, voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire, voilà ce qui c'est pour ça que je vous laisse la parole. Si tu veux compléter. Voilà. En 2 minutes. Voilà. Voilà. Donc, premier point, dire que, mais François l'a déjà dit, mais je veux le souligner, il n'y a pas de commande de la DRAC pour étudier les lieux accompagnés au titre du Fonds d'innovation territoriale. Il y a une convergence d'intérêts qui fait que UBIC se saisir de ce sujet-là dans le contexte politique évoqué. Et nous, on dit bingo, ça nous permettra de documenter ce qu'on est en train de mettre à l'œuvre. Le deuxième sujet, c'est celui de l'innovation territoriale ou innovation culturelle. Ça rejoint ce qui était dit d'ailleurs en introduction par le vice-président
lui-même, dans cette notion d'innovation. Et donc le travail universitaire permet de jauger ce qui est vraiment innovation, parce que quand même c'est un terme galvaudé très largement aujourd'hui. Tout est innovation, tout est innovant, mais est-ce que ce qu'on fait avec ce fonds d'innovation territoriale est vraiment innovant? Bon, on ne va pas aborder les conclusions de votre étude, mais à quel endroit on innove? Est-ce que c'est sur le modèle socio-économique, la manière de s'adresser aux habitants, de mettre en jeu vraiment une participation citoyenne, ou est-ce qu'elle est plutôt un prétexte et marginale dans les projets? Est-ce qu'économiquement, ce sont des projets qui vivent avec des recettes propres, ce qui est un peu l'idéal et la licorne recherchée dans le domaine culturel, ou est-ce que ça reste des modèles très centre national, centre chorégraphique, centre dramatique nationaux, avec un apport fort de financement public? Voilà. Où est-ce qu'est l'innovation? Est-ce que c'est dans le désilotage entre, là pour le coup c'est plutôt une réponse affirmative, de sortir du champ purement artistique, clairement, puisque l'intention dans ces tiers-lieux n'est pas prioritairement artistique. Elle l'est en partie, mais pas forcément fondamentalement. Et donc les croisements se font très naturellement avec le champ de l'économie sociale et solidaire, de la santé parfois, de l'agriculture aussi, ça peut arriver, de l'environnement souvent. Voilà, puisque les questions alimentaires, les questions de relations au milieu, à la terre, se posent souvent dans ces tiers-lieux ruraux. Pour compléter, je crois que c'était ces deux éléments-là, et puis sur l'avenir, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire. Ça va? On a Oui, tenu? Bon, bon, ok. merci. On a été un peu rapide sur la fin, mais ça va. Non, ça, oui, oui. Okay. Alors, on peut revenir sur C'était très riche. Merci. Salut. Merci pour cette présentation à trois voix, ce dialogue qui fait écho à plein de choses qui ont été dites, voilà, le bricolage, la dentelle, le fait qu'il y ait des commandes et pas des commandes, et la grande liberté. Moi, j'ai entendu le fait que ça a permis aussi d'essaimer sur d'autres territoires, d'autres régions, mais que par contre, la remontée vers le national est quand même plus compliquée. Je ne sais pas si... Alors, sur la partie, sur la deuxième partie, celle qui est en cours actuellement, je dois reconnaître que le ministère de la Culture a été présent à toutes les rencontres. Donc, la DGDC représentée par une personne, et donc a quand même vraiment suivi cet élément-là. Donc, et en même temps, ce qu'on n'a pas souligné, mais c'est qu'il y a une mission d'inspection, toujours, de l'IGAC, inspection des Indes, en cours, là, qui doit être rendue début juillet, en tout cas après ça, rapidement, non pas sur les lieux culturels en ruralité, mais sur le fonds d'innovation territoriale, une mission d'évaluation. Donc, il y a quand même, on voit bien un attachement et un regard aussi sur comment ces choses-là se poursuivent, puisque l'origine, c'était 3 ans, et pas plus. Donc là, maintenant, la question et l'enjeu est là, aujourd'hui, dès 2025. Donc là, il y a plutôt une attention. Sur la partie EAC, mais François l'a bien dit tout à l'heure, j'ai envie de dire que ça s'est fait finalement par le terrain régional, c'est-à-dire par les DRAC elles-mêmes et aussi une association, je pense qu'on peut dire, il y a aussi une association des conseillères action culturelle et territoriale qui a toujours existé en fait historiquement. Et donc il y a quand même une porosité qui est là existante, même si elle n'est pas, enfin, c'est pas une association voulue par le ministère, c'est une association des conseillers. Mais ça a quand même permis aussi d'essaimer et de faire remonter par ce biais-là. Voilà. Donc, je ne dirais pas que le ministère au central s'en est emparé dès l'origine, mais en tout cas, les choses se sont quand même infusées à ce niveau-là. Alors, une petite pause réfléchissante. Enfin, je vous promets des Je pense que ça très rafraîchissant. Il y a un micro qui marche. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des interrogations? Oui, bonjour, Charlotte Cousin, moi je travaille à l'Université de Bordeaux, je suis responsable du service innovation. Et à cette fois-là, on est en train de concevoir un programme d'accompagnement de la recherche pour l'innovation sociétale, incluant du coup le champ des CCC, et on les sollicite ici. Et en fait, j'ai juste une question qui est très très pratique, mais ce que j'ai... Merci pour toutes les infos, et du coup j'essaie de voir comment je peux les intégrer dans le champ de ce qu'on déploie actuellement. En fait, ma question, ce serait, dans ce que vous proposez en lien avec la recherche, est-ce qu'il y a une activité de co-conception de projet, ou est-ce que vous arrivez plutôt en évaluateur avec un accès au terrain? À quel moment, en fait, est-ce que vous arrivez dans la réflexion, et comment est-ce que potentiellement, dans le programme que moi je suis en train de monter, on peut envisager de vous inclure?
c'est une question plus... Je sais pas, tu peux répondre aussi, toi. En fait, c'est assez intéressant, je trouve, c'est une question intéressante. Oui, on demandait si vous l'adressiez à tous les trois. La droite est encore un petit peu floue, donc n'hésitez pas à chacun vous positionner sur la réponse. Voilà. Alors, il y a un terme que vous utilisez qui n'est pas dans l'intention que l'on a ni d'un côté ni de l'autre, c'est celui de l'évaluation. On est vraiment dans un regard d'accompagnement et de brassage aussi de toute une littérature scientifique, universitaire, plus ou moins datée, plus ou moins renouvelée. Voilà. Et en fait, c'est plutôt la deuxième option qui se passe, c'est-à-dire que nous, on avance, faut le dire, un peu la tête dans le guidon dans la mise en œuvre des dispositifs, parfois descendants. Alors, je vous explique qu'on essaye de faire le moins descendant et prescriptif possible, mais malgré tout, on est quand même pris beaucoup par le quotidien, avec peu de temps de réflexion, de recontextualisation. Donc, c'est vraiment une bouée et une bouteille d'oxygène d'avoir des chercheurs, des universitaires, des étudiants à nos côtés, qui replacent ces sujets-là dans un continuum historique ou dans un regard géographiquement plus large. Et donc nous, on constitue des terrains en fait, en accompagnant telle ou telle collectivité, et en les mettant en réseau, ou tel lieu en les mettant en réseau. Et ces terrains-là, ce sont les terrains sur lesquels les étudiants ou les chercheurs viennent travailler. Je te laisse compléter si tu as... Non, je partage une analyse que je partage totalement. Donc, alors, de toute façon, là, ce serait difficile d'évaluer quelque chose qui, pour beaucoup, n'existe pas encore vraiment. Hein. Donc, il faut bien voir que tout est en cours de construction. Et dans le cadre des contrats territoriaux d'éducation artistique et culturelle, on était un peu dans le même état. Non pas qu'il n'y avait pas plein d'actions de l'EAC qui existaient déjà dans ces territoires-là, mais comment, finalement, on le construit dans le cadre d'un conventionnement de cette nature-là, et comment on le construit aussi avec... on va dire une coopération publique qu'il faut réaliser. On l'a dit, il y a l'État, mais l'État est représenté par plusieurs directions de l'éducation nationale, de la culture, voilà. Il y a la région, il y a les départements, tout ça, ça demandait quand même un peu de tour de table et de mise en route à ce niveau-là. Donc c'était pas évaluer la coopération, puisqu'elle n'était pas forcément si existante que ça, quoi. C'était plutôt accompagner finalement et regarder ce qui était en train de se dérouler dans les formes de cet élément-là, qui ont été importants dans ces endroits-là. Alors, si je vais un tout petit peu plus loin, pour être honnête, pour Ubik, je considère que c'est la meilleure place que nous puissions avoir, et on l'a eu dans plein d'autres projets. Cédric Brun faisait allusion tout à l'heure au travail avec l'École nationale de l'administration pénitentiaire qu'on a eu le plaisir de faire avec Françoise Hulot et Hélène Montagnac. On était vraiment dans des sujets de cette même nature. Voilà. Il y a eu d'autres endroits, on a été placé aussi en posture d'évaluateur, je tiens à le dire, et on n'a pas toujours été forcément les meilleurs à cet endroit-là non plus, peut-être. En tout cas, c'est pas forcément, en tout cas à mon titre personnel, l'endroit le plus intéressant qui m'anime dans ma recherche aujourd'hui. On n'est pas forcément là pour venir évaluer et on n'a pas d'outils d'évaluation en réalité qui fonctionnerait à merveille partout et applicable partout. Et comme le disait très bien Lise, en fait on joue avec les marges. Je pense qu'on aime bien être dans les marges quand on est en SHS. C'était pour dire très rapidement qu'en fait il y a... Moi, je suis donc à Marmande et depuis 2016, on a un petit peu testé cette manière de faire parce qu'effectivement, on se trouvait face à des interlocuteurs qui avaient envie d'accompagner, que ce soit la région, la DRAC ou des partenaires comme Ubik. Et c'est simplement pour dire que concrètement, ça se passe. Il y a un contrat de développement culturel territorial qui s'est mis en place avec l'État en 2016. Cette chose-là a commencé en fait en 2017, pardon. Territoire lecture qui est devenu l'année d'après un contrat de développement CDC, qui est en cours de renouvellement aujourd'hui. Et simplement pour dire qu'on est parti de rien, c'est-à-dire en 2016, quand je suis arrivé, il y avait des structures qui n'avaient pas vraiment de projet, et puis petit à petit, grâce aussi à cet échange-là et ce dialogue-là, avec l'État, puis avec la région, puis un accompagnement régulier, des réflexions, des points assez réguliers, ont permis d'asseoir aussi notamment une politique autour du numérique. Et puis, quelques années plus tard, on se retrouve finalement à mettre en place, à travers donc, une sédimentation autour de certains sujets, des politiques qui vont peut-être faire l'avenir, une partie de l'avenir du territoire,
que ce soit artistique, culturel, mais peut-être aussi de développement économique et de développement territorial. Et ça, je voulais le pointer parce que c'est hyper concret. C'est pas simplement que je trouve très très beau les propos que vous tenez. C'est vrai que derrière, il y a des réalités, il y a une vraie densité d'action politique et économique. Est-ce que je peux rajouter quelque chose sur la connivence qu'il y a entre le secteur culturel et le secteur de la recherche, puisque en fait l'objet culture il est jamais défini définitivement. Il ne fait que bouger, il a plein d'acceptions possibles, il a l'histoire du ministère de la Culture le montre. Et les débats très denses et très riches sur les droits culturels, sur la démocratisation versus la démocratie, fait qu'il y a beaucoup de productions universitaires sur ces sujets-là, sur la manière dont on considère la culture, dont on l'adresse, dont on la vit, dont elle émerge, dont elle se transforme et se concrétise dans des formes, pour le coup, parfois innovantes, hybrides, voilà. Et évidemment, moi, ça me semble être fondamental d'être accompagné dans la politique publique culturelle, que ce soit, peu importe qui la dicte ou qui participe à sa définition, que ce soit l'État en concertation avec des collectivités ou encore d'autres acteurs. La recherche universitaire a forcément des choses à dire et à apporter à ce parcours de définition de l'objet culturel et de la manière dont il vit dans une communauté, même si le terme communauté a fait que la France ne ratifie pas la Convention de Faro, par exemple. Mais il y a ce sujet-là de définition de la culture qui forcément ouvre le champ à la recherche universitaire. Et alors, une dernière question. Une dernière question, enfin, une remarque, puisqu'il s'agit de penser et faire ensemble. Je m'appelle Anne Reynaud, je suis chargée de production et diffusion pour les compagnies de spectacles vivants. Donc ma remarque, il y a du parti pris, mais je l'assume totalement. C'est-à-dire que ce soit dans la pensée, dans le faire, où sont les artistes dans tout ce que vous évoquez? Où sont les artistes? Parce que l'éducation artistique, elle est forcément connectée à l'objet artistique. Ouais. Et on sait, je sais, ça fait 30 ans que j'accompagne les projets artistiques, ça s'appelait de plein de manières différentes, et peu importe les acronymes, que les artistes sont sollicités pour mener à bien ces transmissions, ces ateliers, ces pratiques, de la petite enfance jusqu'aux adultes. Et je regrette que, parce que j'y suis confrontée, qu'on n'est pas vraiment dans le faire ensemble. C'est-à-dire qu'on intervient à un moment donné où l'appel à projet est posé et finalement on y répond comme de joyeux prestataires de services, éventuellement. Je suis provocatrice, mais voilà, mon expérience fait que je peux me le permettre. Oui, tu as raison de le souligner. S'il vous plaît, en fait, on a une intermittence micro, non micro, pour le confort de nos oreilles. Sans. Ok. Donc j'y vais comme ça. Oui, non, mais Anne, je peux le partager. Alors, ce qui est peut-être, on n'a pas été très très clair dans le tour de table, mais dans les contrats territoriaux d'éducation artistique et culturelle, les artistes, alors des artistes qui intervenaient dans les territoires intercommunaux dont je parle, étaient présents autour de la table. Hélène pourra plus en dire, puisque notamment il y a eu un débat important aussi au Pays Basque sur la question linguistique, puisqu'on parlait de droit culturel évidemment, qui était aussi posé, c'est-à-dire finalement dans quelle langue finalement les ateliers de pratique artistique se déroulaient, de quelle nature, etc. Donc les artistes étaient dans les tours de table au même titre que les acteurs culturels, que les acteurs publics, etc. Donc on va dire qu'ils ont été associés. Ça pose quand même une question assez habituelle, c'est que toutes les personnes associées sont salariées de leur structure et interviennent au titre de leur structure. Je rappelle que les artistes venaient dans un cadre qui n'était pas un cadre de salariés. Voilà, c'était juste voilà, des petites limites comme ça qu'il faut toujours se souvenir et se dire que quand on prend 2 jours pour être autour d'une table, certains ils sont dans leur cadre professionnel avec une délégation claire, d'autres c'est autre chose. Voilà, donc mais en tout cas dire que ça a été le cas. Et quant aux lieux tiers, j'en dire, ou intermédiaires,
en fait, beaucoup sont quand même portés par des artistes à l'origine. Ça fait même d'ailleurs une partie d'une trajectoire de vie de ces artistes-là. Alors, pas tous, hein, pas dans les 19, on a des cas de figure différents, mais quand même un assez grand nombre, pour ne pas dire, alors je ne l'aurai pas en tête là dans le chiffre exact, voilà, sur le 19, mais on est quand même quasiment aux 2 tiers sont vraiment à l'initiative d'artistes. Donc la dimension artistique était quand même extrêmement présente, et ils sont en eux-mêmes souvent d'ailleurs des lieux de résidence ou de présence artistique, plus ou moins indemnisés, rémunérés, etc., etc., etc. Là aussi, on pourrait en redire plein de choses, mais en tout cas, ce poids-là est important. Voilà.